Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'encryption end-to-end dans les applications WhatsApp, Signal et Telegram. Alors oui, je sais, dans la dernière vidéo, j'ai dit que la vidéo suivante serait consacrée au VPN, mais entre-temps, il y a eu, vous le savez sûrement, ces nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp qui ont généré énormément de discussions sur le sujet de quelle est la meilleure application du point de vue de sécurité, laquelle fuite le plus de données, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite entorse au programme et vous parler de ce sujet d'actualité. Alors dans cette vidéo et dans les deux vidéos compléments, on va voir exactement comment chacune de ces trois applications chiffre vos messages de telle manière à ce que seuls les destinataires peuvent les lire et personne d'autre, pas même les serveurs des entreprises qui vous fournissent ces applications. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a malheureusement certains prérequis. Je ne peux pas partir de la base, sinon ça serait une vidéo de 4 heures. Donc vous devez avoir certaines notions en cryptographie et en réseau. Idéalement, vous avez vu les vidéos 1 à 11 du module sur la sécurité et les deux premières vidéos du module consacré à Internet. Mais vous en faites pas, dans tous les cas, je mettrai les références à ces vidéos de prérequis au cours de cette vidéo quand c'est nécessaire et vous savez exactement quelles sont les parties que vous devez connaître. Quand on parle de protection des données dans le cadre de ces applications de messagerie, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Tout d'abord, il y a votre anonymat. Donc, est-ce que WhatsApp, Signal ou Telegram savent qui vous êtes quand vous utilisez leur application? Est-ce qu'ils vous lient un numéro de téléphone ou un identifiant aléatoire? Ou est-ce qu'il y a des techniques de cryptographie un peu plus avancées qui permettent de cacher votre identité? Ensuite, il y a les métadonnées qui sont liées à l'usage de l'application. Par exemple, votre géolocalisation ou bien certaines métriques hardware comme le niveau de la batterie de votre téléphone, le modèle du système d'exploitation ou savoir si c'est un Samsung ou un Apple, etc. Et aussi combien de messages est-ce que vous envoyez, à quelle heure, à qui, etc. Et finalement, il y a la confidentialité du contenu lui-même. Donc évidemment, les messages textes que vous envoyez à d'autres personnes, mais aussi savoir si le contenu a un backup sur un cloud qui est encrypté ou non. Ensuite, il y a l'encryption des photos, vidéos, messages vocaux, appels, et évidemment l'encryption dans le cadre de groupes de personnes, donc pas simplement un destinataire et un envoyeur, mais plusieurs personnes qui communiquent entre elles. Alors dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'encryption end-to-end entre deux personnes qui s'envoient uniquement des messages textes, et on gardera l'encryption dans les groupes pour plus tard. Alors l'encryption end-to-end, c'est quoi? Si vous vous souvenez, dans la vidéo 11, on a parlé de TLS, c'est-à-dire l'encryption lorsque vous naviguez sur un site web avec HTTPS. Dans ce cas-là, vous avez un client qui est le navigateur, donc Chrome ou Firefox par exemple, qui encrypte les données, qui vont vers le serveur et le serveur décrypte ces données. Si on avait uniquement ce même schéma dans le cas d'une application de messagerie comme WhatsApp, Signal ou Telegram ou même les emails, le schéma serait le suivant. On a un premier client qui encrypte un message. Ce message encrypté va sur le serveur qui le décrypte et ensuite le serveur le réencrypte pour l'envoyer au deuxième client qui est le destinataire et le destinataire le décrypte. Alors dans certains schémas ça fonctionne bien parce qu'on fait confiance au serveur, mais de nos jours on n'a pas envie que le serveur de l'application puisse connaître nos messages qu'on s'envoie entre différentes personnes. Donc c'est pour ça qu'on a maintenant l'encryption dite end-to-end, de bout en bout. On rajoute une deuxième couche d'encryption. Et le schéma nouveau est le suivant. Le client qui veut envoyer le message encrypte le message encrypté va sur le serveur et le serveur transfère le message encrypté sans le décrypter directement au deuxième client qui est le destinataire et ce destinataire seulement le décrypte. Cette couche d'encryption end-to-end, elle vient par-dessus l'encryption de base. Donc par exemple dans le cas de WhatsApp, on utilise le noise protocol pour chiffrer les communications entre le client et le serveur pour éviter que des adversaires qui écoutent le réseau puissent lire vos messages. Et par-dessus, on a une deuxième couche d'encryption avec le protocole Signal qui encrypte de bout en bout sans que le serveur de WhatsApp puisse lire vos messages. On commence par l'encryption end-to-end dans WhatsApp et Signal, qui est fondamentalement la même pour une seule et simple raison, c'est que le protocole Signal qui définit l'encryption end-to-end dans ces deux applications, il a été créé par une seule et même entreprise appelée Open Whisper Systems. À l'époque, cette entreprise avait travaillé en collaboration avec WhatsApp pour leur fournir le protocole Signal qui permet le chiffrement end-to-end dans leur application WhatsApp. Puis finalement, ils ont décidé, donc ces mêmes types qui ont créé le protocole, ils ont décidé de créer l'application Signal basée sur le protocole qu'ils avaient inventé et vendu à WhatsApp.
Donc le protocole Signal, donc pas l'application mais le protocole qui encrypte les messages end-to-end dans WhatsApp et Signal, il a deux implémentations. Une première qui est open source pour Signal, c'est-à-dire que le code qui définit cette implémentation et cette encryption end-to-end, il est disponible en ligne, vous avez le lien dans la description de la vidéo, et ce protocole a une deuxième implémentation qui cette fois est privée pour l'application WhatsApp. Ça veut dire que WhatsApp ne partage pas le code source de l'implémentation du protocole Signal. Comme tous ces messages sont encryptés end-to-end, si vous perdez votre téléphone, le serveur ne pourra pas vous rendre vos messages puisqu'il ne connaît que la version encryptée de vos messages. C'est pourquoi ces deux applications vous proposent l'option de faire un backup de vos messages sur le cloud. Alors le désavantage, c'est que le backup de ces messages n'est pas encrypté. On verra que Telegram a choisi une autre option. Pour ce qui est de la documentation, l'application Signal ne fournit pas vraiment de paper sur son protocole et comment il l'utilise, mais plutôt différents liens wiki de documentation qui expliquent en gros comment fonctionne l'algorithme du double ratchet, qui est le fondement du protocole Signal et dont on va parler à l'instant. Par contre, l'application WhatsApp fournit un paper très complet qui explique comment est-ce qu'ils implémentent le protocole Signal. Vous avez tous ces liens dans la description de la vidéo. Voilà pour la vue d'ensemble du protocole Signal. On regarde maintenant comment est-ce qu'il fonctionne. Selon le protocole Signal, quand Alice et Bob veulent communiquer sur WhatsApp ou Signal, il y a d'abord une phase d'initialisation. Lors de l'installation de l'application, une paire de clés publiques-privées est générée. Ces paires de clés définissent l'identité d'Alice et Bob pour créer des signatures et des secrets partagés et sécuriser toutes les communications qui vont suivre. La clé publique de cette paire est partagée avec le serveur. Lorsqu'Alice veut écrire à Bob, elle demande la clé publique de Bob au serveur. Alice génère ensuite une nouvelle paire de clés publiques privées qu'on n'utilisera qu'une fois et qu'on appellera donc éphémère. Grâce à la clé publique de Bob, sa propre clé privée et la clé privée éphémère, Alice peut utiliser l'algorithme de Diffie-Hellman dont je vous passe les détails pour générer un secret appelé Master Secret qui devra être partagé avec Bob. Si vous voulez en savoir plus sur les clés privées et publiques et l'échange Diffie-Hellman, regardez la vidéo 3. Ce Master Secret permet de dériver plusieurs clés symétriques appelées Root Key et Chain Key à partir de calculs dont je vous passe les détails mais qu'on appelle KDF pour Key Derivation Function. Il y a une seule Root Key pour Alice et Bob et deux Chain Keys, une pour Bob et une pour Alice. Ici, Alice génère sa Chain Key. Ces différentes clés sont utilisées pour encrypter et décrypter les messages selon un algorithme appelé l'algorithme du double ratchet. L'idée est de mettre à jour les clés périodiquement pour que si un adversaire parvient à déchiffrer un des messages, il ne parvienne à déchiffrer aucun des messages suivants ou précédents. La chain key d'Alice est utilisée par une autre fonction KDF pour dériver une message key qui permet de chiffrer le premier message qu'Alice va envoyer à Bob. Cette KDF génère également une nouvelle chain key pour mettre à jour la précédente. Et à partir de cette nouvelle chain key, il est impossible de retrouver la précédente. C'est pourquoi on assimile ça à un cliquet qui avance d'un cran mais ne peut pas revenir en arrière. Alice peut ensuite utiliser la message key pour encrypter le message avec AES qui était un algorithme de chiffrement symétrique. Vous avez plus de détails à ce sujet dans la vidéo 2. Lorsqu'Alice envoie le premier message, elle inclut dans l'entête sa clé publique éphémère. On verra plus tard pourquoi. Le message est envoyé au serveur, mais pas encore à Bob qui, admettons, n'a pas allumé son téléphone. Alice veut maintenant envoyer un deuxième message à Bob. La nouvelle chain key est utilisée pour générer une nouvelle message key et une troisième chain key pour mettre à jour la chain key de Alice. Ensuite, Alice utilise cette deuxième message key pour chiffrer le deuxième message avec AES et de nouveau l'envoyer au serveur. Lorsque Bob ouvre l'application, il reçoit les deux messages chiffrés du serveur. Il obtient la clé publique d'Alice du serveur ainsi que la clé publique éphémère et peut générer le Master Secret avec sa propre clé privée. Remarquez qu'il utilise des clés différentes d'Alice, mais qu'il obtient exactement le même Master Secret. C'est ce qu'on appelle l'échange Diffie-Hellman. Vous pouvez regarder la vidéo 3 pour en savoir plus. À partir du Master Secret, il dérive les mêmes root key et chain key. Il applique la fonction KDF sur la chain key d'Alice pour calculer la message key 1 pour déchiffrer le premier message.
Puis il recalcule une chain key pour ensuite calculer la message key 2 et déchiffrer ainsi le deuxième message d'Alice. Grâce à ce système, si l'adversaire obtient une des message keys, il ne peut déchiffrer qu'un message. Mais s'il obtient une chain key, il ne pourra pas décrypter les messages passés car la fonction KDF ne peut pas revenir en arrière. Par contre, il pourra déchiffrer les messages futurs en créant les chain keys suivantes. Pour résoudre ce problème, Bob va maintenant utiliser la clé publique éphémère d'Alice. Il génère également de son côté une paire de clés publiques-privées éphémères et calcule un secret partagé avec Diffie-Hellman entre sa clé privée et la clé publique d'Alice. Ce nouveau secret sera utilisé avec la root key actuelle comme valeur d'entrée d'une autre fonction KDF pour générer une nouvelle root key et une nouvelle chain key pour Bob. Bob utilise sa chain key et le même mécanisme qu'on a vu avant pour répondre à Alice. Dans l'entête de cette réponse, Bob inclut sa clé publique éphémère. Quand Alice reçoit le message, elle calcule le même secret partagé que Bob, mais en utilisant sa clé privée et la clé publique de Bob. De cette manière, elle peut mettre à jour la root key et calculer la même chain key que Bob, puis la même message key et déchiffrer le message. Alice et Bob ont tous deux mis à jour leur root key. Cela réinitialise les chain keys pour empêcher l'adversaire de lire les futurs messages s'il entre en possession d'une chain key. De nouveau, comme il est impossible de revenir en arrière à partir d'une root key, on compare ce mécanisme à un cliquet. Comme on avait déjà un cliquet avant, on appelle tout cet algorithme l'algo du double cliquet ou double ratchet algorithm. Voilà en gros comment le protocole Signal fonctionne avec d'abord une phase d'initialisation puis cet algorithme du double ratchet. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du protocole Signal, savoir également comment est-ce qu'il résiste aux attaques man in the middle, parce que ça j'en ai pas parlé, vous pouvez regarder cette vidéo complément sur le protocole Signal. On passe maintenant à Telegram. Alors Telegram ne fournit pas l'encryption end-to-end par défaut, contrairement à WhatsApp et Signal. Sur Telegram, vous devez manuellement spécifier que vous voulez que votre message soit encrypté end-to-end afin que le serveur de Telegram ne puisse pas lire votre message. On a vu avant que si vous perdez votre téléphone et que vous voulez récupérer vos messages, le serveur pourra vous renvoyer vos messages seulement si vous avez fait un backup non encrypté de vos messages sur le cloud. Et Telegram argumente que c'est un peu incohérent de faire de l'encryption end-to-end de messages, mais en parallèle de stocker ces messages non encryptés sur le cloud. Donc Telegram a fait un autre choix, c'est celui de séparer en deux catégories de messages. Il y a d'abord les cloud chats, qui sont des messages qui ne sont pas encryptés end-to-end, mais qui ont un backup sur le cloud. Donc si vous perdez votre téléphone, vous pourrez récupérer ces messages. Par contre, ils n'ont pas le même niveau de sécurité puisqu'ils ne sont pas encryptés end-to-end. Et d'un autre côté, il y a les secret chats, qui sont eux encryptés end-to-end sans backup sur le cloud. Donc si vous perdez votre téléphone, vous ne pourrez jamais les récupérer, mais par contre leur confidentialité est garantie dans tous les cas. Alors si vous avez migré de WhatsApp à Telegram en vous disant j'aimerais plus de protection de données, sachez qu'en fait qu'à moins que vous utilisiez manuellement, que vous spécifiez que vous voulez des secret chats, vos messages sont en fait moins sécurisés puisque le serveur peut les lire. On va donc se pencher sur ces secret chats et sur le fonctionnement du protocole qui permet leur encryption end-to-end et qui s'appelle MT-Proto. Pour ce qui est de la documentation, Telegram propose plusieurs articles wiki plus ou moins détaillés sur le fonctionnement de son protocole MT-Proto. Et pour ce qui est du code des applications, on a le code open source côté client. Par contre, côté serveur, il y a certaines versions non officielles qui existent et qui sont disponibles en ligne, mais Telegram ne partage pas la version officielle de son code côté serveur pour le protocole MT-Proto. Donc on peut dire que ce protocole est en fait à moitié open source. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo et maintenant on regarde en détail comment ce protocole fonctionne. De nouveau, lorsqu'Alice et Bob veulent communiquer sur Telegram, il y a d'abord une phase d'initialisation. Ils vont tous les deux créer une paire de clés publiques-privées Diffie-Hellman. Vous pouvez regarder la vidéo 3 pour en savoir plus sur Diffie-Hellman. Et Alice envoie sa clé publique à Bob via le serveur. Bob utilise sa clé privée et la clé publique d'Alice pour calculer, selon l'algorithme Diffie-Hellman, un secret partagé appelé Shared Key. Il envoie ensuite sa clé publique à Alice, qui peut calculer le même secret partagé Shared Key en utilisant sa clé privée et la clé publique de Bob. Après cette phase d'initialisation,
Alice et Bob peuvent laisser tomber les clés diffie-Hellman et garder uniquement la shared key. Maintenant, lorsqu'Alice veut envoyer un message à Bob, elle calcule un hashMAC du message avec la clé shared key qu'on appelle message key. Si vous savez plus ce que c'est qu'un hashMAC, vous pouvez regarder la vidéo 6. Cette message key est de nouveau utilisée avec la shared key pour calculer à l'aide d'une KDF une clé AES. Avec cette clé AES, Alice peut encrypter le message, comme on l'a vu dans la vidéo 2. En incluant le hash du message dans le calcul pour dériver une clé AES, MTProto veut s'assurer que chaque message est chiffré avec une clé différente, pour qu'un adversaire ne puisse pas déchiffrer plusieurs messages s'il parvient à récupérer une clé. Alice envoie à Bob le message encrypté et la message key. Bob possède également la shared key et peut donc utiliser la message key reçue pour dériver la clé AES. À partir de la clé AES, il peut décrypter le message. À ce stade, il est encore important que Bob vérifie que la message key n'a pas été modifiée en route par un adversaire et que le message déchiffré est bien le bon. Pour ce faire, il recalcule la message key à partir du message et de la shared key et la compare avec celle reçue. Le procédé est exactement le même pour les messages que Bob envoie à Alice. Maintenant, si un adversaire récupère la clé shared key, il ne pourra pas déchiffrer les messages passés, mais tous les messages futurs car il pourra dériver les futures clés AES. Pour résoudre ce problème, MTProto dicte qu'après 100 messages échangés, ou après une semaine, la phase d'initialisation avec le protocole diffie-Hellman doit être refaite pour dériver une nouvelle shared key. Voilà en gros comment fonctionne ce protocole MTProto et comment il encrypte end-to-end les messages dans Telegram. Si vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement, plus en détail, aussi si vous voulez savoir comment est-ce qu'il résiste aux attaques man in the middle, vous pouvez regarder la vidéo complément consacrée uniquement au protocole MTProto. C'est très difficile d'analyser, de comparer des protocoles cryptographiques tels que ceux qu'on a vus, comme Signal et MTProto, parce que ça fait appel à quelque chose qu'on appelle la crypto-analyse et ça dépasse de loin l'objectif de vulgarisation de ces vidéos. Mais néanmoins, il y a quand même certaines choses globales qu'on peut dire sur ces deux protocoles pour tenter de les comparer. Premièrement, pour l'encryption elle-même, les deux protocoles utilisent AES avec des clés de 256 bits, ils sont donc équivalents sur ce point. Deuxièmement, les deux utilisent diffie-Hellman pour l'échange de clés et sont donc équivalents sur ce point. Maintenant, il y a plusieurs types de clés diffie-Hellman avec différentes tailles. Le protocole Signal ne fait que recommander quelle clé utiliser. Les applications WhatsApp et Signal utilisent les clés Curve 25519 basées sur des courbes elliptiques, alors que MTProto utilise des clés diffie-Hellman standard de 2048 bits. J'entre pas dans les détails ici, mais les deux sont jugés fournir une sécurité suffisante avec quand même plus de sécurité pour Curve 25519. Par contre, Signal renouvelle ses clés quasiment chaque message, ce qui permet d'éviter qu'un adversaire ayant récupéré une clé puisse lire des messages précédents ou suivants, alors que MTProto renouvelle une fois tous les 100 messages ou après une semaine, ce qui est clairement moins sécurisé. Concernant la résistance aux attaques man in the middle avec des techniques SAS, on en parle dans les vidéos 7 et 8, je trouve que Signal est mieux que MTProto, mais je donne plus de détails là-dessus dans les vidéos compléments. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de comment fonctionne l'encryption end-to-end dans les applications WhatsApp, Signal et Telegram. Bien sûr, ce n'est pas le seul aspect important quand on parle de sécurité de ces applications de messagerie. Il y a aussi évidemment l'encryption dans les groupes qui est sensiblement plus compliqué que l'encryption entre deux personnes. Il y a les métadonnées, il y a l'anonymat, il y a la disponibilité des serveurs en cas de censure, etc. On aura l'occasion d'en parler dans plusieurs autres vidéos. Pour la prochaine vidéo, on va revenir à celle qui était originalement prévue, les VPN. À bientôt.